Alors, me revoilà assez vite parce que... C'est foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de se battre comme on le fait pour essayer de sauver la France. Mais comme on vit dans une époque où la déconstruction, la bêtise, elle est sanctuarisée, elle est sanctifiée, il n'y aura pas de retombées. Voilà dans le siècle dans lequel nous fait vivre la République. Voilà le quotidien qu'elle nous impose. La France est-elle un pays décadent? Au regard des discours et des prises de parole des influenceurs d'extrême droite ces dernières années, la question se pose. Et dans un contexte d'élection présidentielle brûlant, y répondre le plus clairement possible est capital. La notion de société malade, que j'ai déjà entendue chez Julien Rochdy notamment, agite une partie de la population. Et même si tout le monde ne partage pas cette idée, je pense que ce serait une erreur que de la mettre de côté. Mais du coup, est-ce que notre société est malade? Suffit-il de s'appuyer sur les mœurs et les comportements progressistes d'une partie de la population pour juger que notre pays est décadent? La France est-elle vouée à mourir? Vaste question qui mérite toute notre attention dans le but de déterminer la meilleure attitude à tenir pour l'avenir de la nation. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction. Le format fait pour vous inviter à la réflexion. Dans ma foire aux questions publiée il y a quelques mois, je vous annonçais avoir pour projet de vous faire participer à la rédaction du script de certaines de mes vidéos. Grâce au Discord dont j'ai fait la promotion récemment, c'est aujourd'hui possible. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que cette vidéo a été coécrite avec vous. Alors, modestement bien sûr, j'ai cette fois fait le choix de garder le script privé et de le rédiger seul. Pour autant, les axes de réflexion et les ressources que certains d'entre vous avaient pris le soin de me transmettre m'ont été d'une grande utilité dans la construction de cette vidéo. Et je vous en remercie. On remettra ça. Bref. Nous avons du pain sur la planche. Vous commencez à me connaître, les clivages, je n'aime pas particulièrement ça. Je n'ai d'ailleurs pas envie d'adopter le même comportement que les personnes dont nous allons parler ici. Par respect pour eux et pour vous, je ne m'amuserai donc pas à les descendre inutilement. Mieux, nous allons dans un premier temps tenter de les comprendre. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Oui, les comprendre. Sur quoi s'appuient-ils pour juger que la France est en pleine décadence? Qu'est-ce qui les amène à penser ça? Dans un second temps, nous tenterons de vérifier la validité de leur constat le plus objectivement possible. Et ce, dans le but de déterminer quelle est la meilleure attitude à tenir pour construire le plus beau des avenirs. Parce que c'est important l'avenir. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Pour tout vous dire, cela fait des mois que je suis attentivement le contenu de Valek, le Raptor ou encore Julien Rochdy. Habibi Ibrahim Malouf, trompettiste de son état. Et accessoirement, il m'arrive de suivre les entretiens de Papacito, Baptiste Marchais ou encore Thaïs Descuffon. Tu es donc l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire. Tu t'es fait connaître notamment lors de leurs actions coup de poing. La notion de décadence revient presque systématiquement dans leurs discours. Ils prennent quasi systématiquement les mêmes exemples, dont voici les principaux. Le mouvement LGBT, l'immigration, le féminisme, l'aspect culturel, que ce soit l'évolution de la musique, du cinéma ou de l'art, ou encore le désintérêt face aux valeurs traditionnelles, que ce soit par l'évolution des mœurs, l'abandon du christianisme, ou encore le désintérêt de l'éducation nationale ou des jeunes vis-à-vis d'une partie de l'histoire française. Et le bon sens? Dans leur système de pensée, tous ces éléments viennent corroborer le fait que la France est une société malade, voire qu'elle est en train de mourir. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Le truc, c'est que ça dépend totalement du point de vue qu'ils ont choisi d'adopter, ou plutôt, parce que les déterminismes existent, point de vue qu'ils ont été amenés à adopter. En effet, le mouvement LGBT, l'évolution de l'art contemporain ou l'évolution des mœurs seront vus comme positifs par un bon nombre de personnes. Pour ceux qui privilégient le progrès, le dépassement des valeurs et des mœurs traditionnelles sera perçu comme positif, puisqu'ils sont progressistes justement. À savoir que le point de vue, la vision du monde qu'on a chacun de notre côté, dépend en grande partie des représentations qu'on se fait des choses. Or, s'il y a bien quelque chose qu'on peut remarquer avec ces créateurs, c'est qu'ils sont fortement influencés et animés par le passé, par la représentation qu'ils se font du passé. Qu'avons-nous fait de l'honneur, la droiture, le courage, la transmission, le don de soi? Ils sont passés où, les descendants des chevaliers, des paysans qui ont dessiné la terre de France, des ouvriers des mines du Nord, des poilus, des résistants? En fait, leur système politico-philosophique même a besoin des valeurs traditionnelles et d'une certaine idée du passé de la France pour fonctionner. Alors à mon sens, l'idée de décadence qu'ils évoquent provient en très grande partie de ce qu'ils sont attachés à une certaine France du passé. Une France qui se veut plus croyante, plus attachée aux traditions, plus sérieuse, peut-être plus ambitieuse qu'aujourd'hui. Que sais-je encore? Mais est-ce que cette idée qu'ils se font du passé tient la route? Nous verrons cela dans le second chapitre de la vidéo, mon ami. En attendant,
Poursuivons sur notre lancée. Partant du fait qu'ils sont pris dans cette vision d'une France passée, il n'est pas étonnant de constater que tout ce qui se veut trop progressiste, ou même un peu progressiste, est un vrai problème pour eux. Que ce soit l'évolution de l'art, du cinéma et de la musique, avec des styles et des manières de faire différentes de celles du passé, que ce soit la présence de nombreuses ethnies en France de nos jours, quand la France du 19e et des siècles précédents se voulait très majoritairement blanche, ou encore l'évolution des habitudes des citoyens, avec l'avènement du féminisme et du mouvement LGBT, entre autres. Ces choses relèvent d'un mouvement progressiste, voulu ou non au sein du pays. Et puisque ces progrès menacent directement ou indirectement une partie des valeurs traditionnelles et des mœurs auxquelles ils sont attachés, ils parlent alors de décadence. Du coup, la décadence à leurs yeux, c'est la disparition progressive de tout ce qu'ils aimaient dans le passé. Exactement, on pourrait résumer ça comme ça. Entre autres, ça peut être la disparition de l'attrait qu'avait la religion chrétienne, l'évolution de la place de l'homme et de la femme dans la société, et même les habitudes vestimentaires. Ce qu'ils appellent décadence, d'autres appellent ça progrès. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'ils tournent très souvent les progressistes en dérision. Déliez-vous des chaînes du patriarcat. Tout n'est que consommable. Les relations, les gens, ne forgez jamais de lien avec personne parce que tout le monde est remplaçable. Putain, mais j'en ai marre de la modernité. J'ai l'impression d'être né à la mauvaise époque. La décadence, c'est l'acheminement vers la ruine de leur civilisation. Et si pour eux les valeurs et les habitudes traditionnelles sont des petits bijoux à protéger, tout ce qui vient les remettre en question, et donc menacer leur existence, est une preuve évidente du déclin de la société. Pas du tout de déclin! De manière plus générale, s'ils voient même l'histoire passée comme quelque chose à protéger, que ce soit l'image radieuse de Napoléon, de la monarchie, ou de l'influence forte du père dans le foyer, tout ce qui vient mettre de côté, voire questionner ces points-là, est une véritable ignominie. Cela vient, in fine, de leur difficulté à supporter tout ce qui vient chambouler l'image idéalisée qu'ils se font du passé. Et pour l'avenir, qu'en est-il ? Ont-ils un projet concret ou une vision pour le futur ? D'après ce que j'en comprends, l'avenir idéal de ces gens-là est de continuer à entretenir cette vision de la France, développer la culture française, voire même l'étendre dans le monde entier. En somme, le futur qu'ils souhaitent tant voir advenir consiste en une France puissante au niveau mondial, tant économiquement que culturellement, dans laquelle les Français sont animés par les mêmes valeurs et par la même volonté de perpétuer les traditions françaises et ses mœurs. Bon, ça c'était pour leur vision. Maintenant que nous voyons, dans les grandes lignes, pourquoi est-ce que ces influenceurs crient au déclin et à la mort de la France, rentrons dans le vif du sujet. Cette idée de décadence, tient-elle la route? Mieux encore, la France est-elle en train de mourir du fait d'une bande de méchants LGBT et de professeurs de gauche? Mettons en lumière ce qu'ils ont soigneusement laissé de côté. Le manque de nuances est dangereux. À cause du fait que ces influenceurs sont tellement radicaux dans leur prise de position, ils sont amenés à voir la réalité telle que leur idéologie le demande. Ou plutôt, puisqu'ils voient la réalité telle que le demande leur idéologie, ils développent des opinions radicales. Les deux s'influencent. On doit t'en mettre une! Toujours est-il qu'à mon avis, leur opinion vis-à-vis du déclin de la France fait défaut. Et avant de vous expliquer pourquoi, j'aimerais que nous réfléchissions à un aspect très important de ce chapitre. Ce sur quoi se construit leur vision du monde. Vision du monde qui constituera le départ de leurs analyses. Regardez les politiques fascistes. Vous m'insultez alors. Mais moi, si vous voulez, je vais vous insulter aussi, allons-y. Pour moi, vous êtes un mondialiste, monsieur, qui détruit mon pays, qui accepte une immigration complètement folle, qui détruit d'ailleurs tous nos acquis sociaux. Si aujourd'hui vous avez besoin d'augmenter les impôts qui étouffent les Français, c'est parce que vous êtes incapables de protéger nos acquis sociaux que vous détruisez. Et sur quoi donc se construit leur vision du monde? Sur la représentation qu'ils se font du passé et du présent. Ici, la distinction entre vision et représentation peut paraître un peu floue. Je vais donc tenter d'être plus précis. Quand je parle de leur vision, je fais référence à leur perception, à ce qu'ils perçoivent consciemment du monde extérieur. Or, tout le monde n'a pas la même sensibilité, les mêmes affects, ni les mêmes penchants. De manière naturelle, ils n'ont donc pas la même vision du monde qu'un électeur de Mélenchon ou un fervent soutien de la communauté LGBT. Or, la représentation qu'ils ont du passé et du présent, c'est ce qui vient avant leur vision. C'est ce qui va alimenter cette vision. Là où leur vision du monde les amènera à dire qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes en France, il y aura, au départ, des représentations du monde leur disant que les Noirs et les Arabes sont censés rester dans leur pays, ou que le multiethnisme pose généralement plus de problèmes qu'il n'en résout. Un autre exemple, la façon dont va leur être présentée l'histoire de France va totalement influencer leur vision de la France passée et actuelle. Ils ne verront pas le pays de la même façon selon qu'on leur présente l'histoire de France en ne parlant que des chevaliers du Moyen-Âge et de Jeanne d'Arc, Pater noster qui est incelis. ou selon qu'on leur présente l'histoire de France en ne parlant que des révolutionnaires du XVIIIe siècle. Pas du tout de déclin.
Pas du tout. Inutile de rajouter à cela que tout est déjà biaisé au départ, que ce soit la représentation qu'ils ont du passé ou celle qui se font du présent. Et entendons-nous bien, je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour moi ou pour les autres, seulement c'est un fait, leurs représentations sont biaisées. Mais qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Je vois que vous avez oublié ce bon vieux Gustave Le Bon. En fait, les représentations qu'on se fait du passé proviennent d'histoires, de témoignages et de ressources en tout genre. Le truc, c'est que toutes ces choses ont elles-mêmes été recueillies par des hommes qui sont faillibles, puisqu'ils sont émotifs et ne sont pas omniscients. Dire qu'un fait a été simultanément constaté par des milliers de personnes, c'est dire que le fait réel est en général fort différent du récit adopté. Mais bon, nous nous écartons du sujet. Si je vous dis tout ça, c'est parce que finalement, ce qui amène ces influenceurs de droite à voir la réalité de la France actuelle comme décadente, c'est aussi et surtout parce qu'ils ont été et sont toujours biberonnés à une histoire de France qui est en grande partie déformée. Ainsi, l'engouement autour de la communauté LGBT sera vu comme un marqueur indéniable de décadence à leurs yeux, puisque les idées que défend la communauté LGBT vont elles-mêmes à l'encontre des idées traditionnelles que eux défendent. Et puisque le progrès, qui touche toutes les époques, le progrès avait même commencé sous Louis XIV ou sous Charlemagne. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Et puisque le progrès se manifeste beaucoup de nos jours, que ce soit par les avancées technologiques et scientifiques, la parole des femmes et des minorités, les mouvements anti-discrimination, etc., il n'est pas étonnant qu'il parle à tout va de décadence et de mort de la France. Bon, merci pour toutes ces précisions, mais vous avez longuement digressé. Nous, on veut savoir en quoi cette idée de décadence fait défaut. Du sang, on veut du sang, donnez-nous du sang, bordel! Relax, Jabaoud! Eh bien, leur principal problème, c'est qu'ils prennent la partie qui les intéresse pour généraliser et en arriver à la conclusion qui sert leur idéologie. En l'occurrence, ils mettent en avant les incohérences, voire les dérives de leurs rivaux politiques, les progressistes de façon générale, de sorte qu'on ait l'impression que certaines de ces choses sont mortifères et très courantes, pour finalement laisser penser que ces choses-là se répandent à toute vitesse et qu'il faut lutter contre afin que la France traditionnelle et guerrière ne disparaisse pas. Mais au-delà de ça, si on y réfléchit bien, l'avènement de la communauté LGBT ou même la remise en question de la place de l'homme et de la femme dans la société, sont-ce vraiment des signes d'une décadence? Sont-ce des signes éloquents pour dire qu'on court vers notre ruine? Alors oui, les chevaliers du Moyen-Âge, les guerres napoléoniennes et les rois de France, c'est toujours plus stylé qu'un homme qui explique qu'il souhaite laisser sa femme vivre comme elle l'entend. Je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Mais si on y réfléchit un peu, je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Mais si on y réfléchit un peu, en quoi l'émergence de nouvelles manières de faire et de nouveaux questionnements annonce inévitablement la décadence ou la disparition de notre pays? C'est bien ça le problème avec cette idéologie. Ainsi, Valek et toute sa clique prennent un malin plaisir à se moquer de ceux qui défendent des idées que eux ne défendent pas. L'ouverture au monde, la remise en question de la pertinence du statu quo et de certaines coutumes, ou encore l'écologie et le respect de la planète. Mais un exemple très concret vous amènera vite à reconsidérer la notion de déclin telle que eux la considèrent. Puisque l'écologie est une idée énormément reprise par la gauche, ils s'amusent à cracher dessus, sous prétexte que ceux qui luttent contre le réchauffement climatique sont des cinglés, ou que sais-je encore. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de manger des steaks de moustiques pour sauver la planète? Qu'un point pour celui-là, oui. C'est pour te remercier de faire le gueux à notre place. On mangera de la bonne viande pendant que tu feras des festins de grillons. Cimer, chef, putain. Mais le vin et l'agriculture que vous aimez tant, ils deviendront quoi quand le climat aura tellement changé que les vignobles ne seront plus exploitables? Et que deviendra l'art de vivre à la française sans vin et sans pain? Un repas est-il vraiment français s'il n'y a pas de vin? S'il n'y a plus de vin, la France est-elle vouée à mourir? Relax, Jabaoud! Je comprends tout à fait qu'il soit difficile de bien réagir face au progressisme lorsqu'on est extrêmement attaché aux valeurs et aux mœurs traditionnelles de son pays. Mais franchement, n'est-ce pas se fourvoyer que de juger que toute forme de progrès est forcément annonciatrice de la fin de notre civilisation? La civilisation française est-elle vouée à mourir si nous n'empêchons pas le progressisme de se développer? Bien sûr, restons quand même attachés à la mesure. Les extrémistes d'un bord comme de l'autre sont dangereux. Je maintiens cela. Mais en quoi des personnes qui proposent et défendent des points de vue nouveaux, sans chercher à s'attaquer à quiconque, contribuent à la décadence de notre pays? N'est-ce pas ce que Jules Ferry a fait avec l'école gratuite pour tous? Chaque progrès de ce genre choque toujours les conservateurs au début. C'est normal. Mais chaque progrès est aussi un pas de plus vers un paradigme plus vaste, vers une meilleure compréhension du monde et des personnes qui le composent. À condition aussi que le changement soit justifié et qu'il vaille la peine.
Nous sommes d'accord. En ce sens, ne parviendriez-vous pas à voir les nouveautés qui vous chagrinent tant? L'art contemporain, les œuvres cinématographiques, la remise en question de la place des uns et des autres dans la société, comme des moyens de rendre notre société plus riche et avancée sur des questions que personne ne posait avant. L'identité française, la question des valeurs et des traditions. C'est très intéressant, et même important dans un sens. Mais est-ce aussi crucial pour l'avenir que le sujet du climat et du bien vivre tous ensemble? À mon sens, si l'idéologie ultra-conservatrice qu'ils défendent fait défaut, c'est d'une, parce qu'elle repose sur des représentations complètement biaisées, et de deux, parce qu'elle est truffée d'incohérences et de lieux communs. Et dites-vous bien que ça, c'est sans compter le problème le plus grave que ça pose, l'avenir de notre civilisation. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. In fine, leur idéologie pourrait bien venir à bout de notre pays. Bien que le camp des conservateurs a pu contribuer à faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui, comme toutes les personnes qui ont travaillé à construire la France, ce ne sont malheureusement pas leurs idées qui ont permis de véritables progrès dans la société. Et par véritable progrès, j'entends des changements absolument fondamentaux et utiles dans notre société. L'école gratuite pour tous, la sécurité sociale, l'instauration de la République, les aides sociales pour aider les pauvres à connaître des vies plus favorables, etc. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être pour tout progrès, quoi qu'il en coûte. Je veux simplement vous faire prendre conscience que l'attitude des conservateurs n'est pas propice au progrès majeur à venir, et qu'elle n'a pas contribué au progrès majeur de ces dernières centaines d'années. Et considérer que notre époque est ennuyante paraît absolument délirant, compte tenu du fait que le niveau de vie et les possibilités que l'on a aujourd'hui sont aussi possibles grâce à cette volonté humaine de progrès, justement. Quand on analyse l'histoire et qu'on la regarde, on peut vraiment sentir à quel point on s'ennuie dans le monde actuel. Je dirais même que c'est d'autant plus fou que Louis XIV et Napoléon réunis avaient un niveau de vie moins confortable que nous. Essentiellement, c'est surtout cette hostilité vis-à-vis du progrès qui me dérange. Car à mon sens, c'est pile ce qu'il ne faut pas faire pour voir émerger un futur agréable et beau pour le commun des mortels. À terme, leur idéologie pourrait donc contribuer à tuer la France. En ceci que leur idéologie se veut hostile à toute forme de remise en question et de progrès. Remise en question et progrès pourtant nécessaires pour que l'on continue à vivre bien. Le rapport du GIEC sorti récemment par exemple, c'est une grande remise en question du monde dans lequel on vit et du système sur lequel on se base pour générer et utiliser de l'énergie. Or, si le GIEC et d'autres groupes ne travaillaient pas sur le sujet du climat, on perdrait tout, on mourrait littéralement à petit feu. On serait même soumis à des vagues migratoires sans précédent. Et rien à voir avec 2 millions d'étrangers en 5 ans, hein. Quelle horreur! In fine, on détruirait en partie notre quiétude sous prétexte que vouloir agir et militer pour l'écologie, c'est un truc de golem. Et donc il suffirait qu'en fait on diminue de 2 degrés nos niveaux de chauffage et nos niveaux de consommation de gaz. Brave Golem. Tes maîtres bien au chaud s'esclavent de rire pendant que tu réduis toujours plus ton confort pour eux. Et c'est la même chose avec l'éducation. Que vaut-il mieux faire? Reprendre point par point l'histoire de France, se concentrer sur le roman national en délaissant l'histoire du monde, au risque que les élèves n'aient pas une vision d'ensemble des événements et des enjeux de toutes les époques? Le monde change, et de plus en plus vite. C'est un fait indéniable. Dans cette logique, vaut-il mieux privilégier le nationalisme à outrance ou un mondialisme mesuré? Vaut-il mieux miser sur le conservatisme ou sur le progressisme? Alors bien sûr qu'il y a des extrémistes de gauche qui posent des problèmes en France. Évidemment que certains progrès apportent leur lot de problèmes et de complications, mais il s'agit de chercher un équilibre. Sur la grande route du temps, il est évidemment important de jeter un œil au rétroviseur. Mais si on tourne complètement la tête vers l'arrière, on se prendra inévitablement tout ce qui arrive devant. Et ça fera mal. Comment progresser si on ne remet pas en question? C'est d'ailleurs un peu ce que vous faites vous aussi, non? Remettre en question. Les banlieues, sujet épineux, sujet à tension, sujet délicat, tous les commentateurs de l'actualité et les politiques s'accordent à le dire. Cependant, tous ne vous disent pas la vérité. Du coup, on pourrait pas vous appeler social justice warrior? Les social justice warriors de droite qui luttent contre la bien-pensance? Bref, l'avenir se construit. Et l'avenir se construit toujours sur quelques chaos. À ce propos, puisque je sais que certains d'entre vous adoraient Nietzsche, j'ai décidé, pour finir, de lancer une piste de réflexion à partir d'une de ses citations. Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. On avance en cherchant à éviter le statu quo, en faisant du désordre et de nos propres fragilités des prétextes et des outils pour évoluer. Malheur, voici venir le temps où l'homme ne donnera plus naissance à nulle étoile. Malheur, voici venir le temps de l'homme le plus méprisable, qui ne peut plus se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Et le dernier homme, sautillant sur sa petite planète en clignant des yeux,
ne se rendit même pas compte qu'il était passé à côté de l'essentiel. Chers amis, il est encore temps de réaliser que le déclin de la France que vous décriez vient surtout de votre mentalité fermée. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là.